Sunday Night Production. C'est vraiment ce que j'aime en fait dans le sport, moi, c'est de voir les sensations que ça procure sur son muscle, sur son avant-bras quand on nage, sur sa respiration, sur le cœur qui bat, sur l'accélération, sur la récupération, où son cœur descend. Et on voit en fait un peu tous les aspects du corps. Et moi, c'est vraiment ce que j'adore. Pour moi, une contraction de muscle, une accélération du cœur, un ralentissement, pour moi, c'est se sentir vivant en fait. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Je suis avec Marjolaine Piré aujourd'hui. Bonjour Marjolaine. Bonjour. Alors c'est de l'autre bout de la planète où tu me réponds actuellement, puisque tu es actuellement sous le soleil de la Réunion, alors que je suis sous la grisaille lyonnaise. Donc un grand merci pour le temps que tu vas nous consacrer, le partage de ton parcours. La première question que j'ai à te poser, c'est celle de te présenter, mais c'est est-ce que tout se passe bien à la Réunion? Est-ce que c'est un camp d'entraînement hivernal pour toi? Oui, en fait, La Réunion, j'y ai habité assez longtemps et c'est vrai qu'avec le Covid, j'y ai passé aussi encore plus de temps. J'ai été confinée là-bas, donc j'ai appris à faire du sport, on va dire, confinée à La Réunion et c'était génial parce que j'ai pu faire tout ce que je voulais. Donc forcément, une fois qu'on est déconfiné et qu'on peut vraiment faire du sport partout sur l'île, c'est encore mieux. Donc oui, j'y viens tous les hivers pour retrouver à la fois mes parents et puis aussi pour me ressourcer, pour retrouver un peu des souvenirs vu que j'ai grandi ici. Et voilà, ça a été depuis que je suis professionnelle depuis 3 ans un point assez important, ressourçant. Donc maintenant, c'est un peu un rituel. Bon, tu vas nous expliquer tout ça. C'est vrai que tu nous as parlé de tes parents qui étaient également triathlètes, hein, tu vas nous en parler. La Réunion, l'île où tu as grandi également. Donc, la question traditionnelle et que je pose très régulièrement à mes invités, c'est est-ce que tu peux te présenter, Marjolaine, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Marjolaine Piré, j'ai 24 ans. Je suis triathlète professionnelle depuis maintenant 3 ans. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu tombé dessus. J'étais voilà, étudiante en expertise comptable. Et je suis rémoise née à Reims. J'ai déménagé à l'âge de 10 ans. Et j'ai fait toute ma scolarité à l'île de la Réunion. Donc, c'est vraiment là où j'ai tous mes souvenirs. Voilà, toute l'adolescence a été faite ici. Donc, tous mes copains qui sont toujours actuellement mes amis. Enfin, je veux dire vraiment tout, c'est fait en fait à la Réunion. J'ai plus des souvenirs de vraiment toute petite quand j'allais au ski ou des choses un peu vagues, mais vraiment tous les autres souvenirs sont à la Réunion. Et, euh, et donc, je suis partie en métropole après mes études, après mon bac pour faire mes études, pardon. Et c'est vrai que j'étais quand même dans une super ville, j'étais à Aix-en-Provence. Et c'est là que j'ai vraiment découvert le triathlon. Moi, à la base, je viens de la gymnastique, j'en ai fait beaucoup. C'était un peu compliqué à La Réunion parce que je devais faire 2 heures de route pour aller faire de la gymnastique parce que j'étais en sport-études et il y avait qu'un seul club en sport-études. Donc c'est vrai que petit à petit, bon, mes parents en avaient un peu marre de faire les routiers. Tu m'étonnes. Ouais, non, et puis ça se passait bien. Je faisais les crosses du collège à cette époque, ça se passait bien. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire de la course à pied. Mon père est un triathlète, voilà, il adore ça, il adore les compétitions. Et en fait, il me poussait tout le temps à vouloir faire, il me faisait faire du triathlon. Et moi, je détestais ça. J'aimais pas du tout, j'avais pas les tenues adaptées, je connaissais personne. Enfin, c'était pour moi un milieu vraiment différent, du mien et je me sentais pas bien du tout dans ce milieu-là. Donc, j'ai toujours réussi à esquiver comme je le pouvais. Je faisais croire que j'étais malade. Enfin, vraiment, j'avais pas du tout. Et une fois que je suis arrivée en métropole, eh bien, je me suis licenciée dans un club d'athlétisme à Aix-en-Provence. C'est là où j'ai rencontré beaucoup d'amis, que je me suis créé voilà, beaucoup de liens assez forts avec des gens qui sont, on va dire, comme nous, qui ont envie, après le travail, de s'évader, d'aller courir. C'est vrai que je trouve qu'il y a deux catégories dans le monde. Il y a ceux qui ont envie voilà, d'aller s'évader, courir, et il y a ceux qui ont envie de rentrer chez eux et se poser. Et moi, du coup, je me suis fait vraiment des amis avec des atomes crochus directement dans les clubs de sport. Et je me suis aussi licenciée dans un club de triathlon. Et ça m'a permis de commencer petit à petit à faire vraiment les trois sports. Et aussi, bah, les week-ends passaient beaucoup plus vite parce que tous mes copains, eux, rentraient chez leurs parents qui habitaient aux alentours. Et moi, c'était un peu impossible de rentrer. Donc, ça faisait passer le temps aussi beaucoup plus vite. Et c'est comme ça vraiment que je me suis mise au triathlon.
Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. J'ai noté pendant que tu te présentais justement quelques questions sur lesquelles je vais rebondir pendant notre conversation. Donc en tout cas, moi, sache que je suis, Marjolaine, ravi de t'avoir sur le podcast. Ça fait 2 ans que je te cours après, c'est un petit peu le cas de dire pour le triathlon, mais ça fait 2 ans que je t'avais envoyé les premières invitations. Et puis je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a 2 ans, à peu près 2 ans ou 2 ans et demi, parce que le podcast existe depuis 6 ans maintenant. Et à cette période, tu m'avais répondu, je pense que probablement tu n'avais pas l'habitude d'être sous les feux de la rampe comme tu l'es aujourd'hui, mais tu m'avais répondu, mais je ne sais pas trop ce que je peux partager, je ne vois pas où mon histoire peut être inspirante. Et puis, ce que j'ai totalement compris, et puis ben, au fur et à mesure que je te suivais, je me disais, mais en fait, c'est parfait parce que le jour où j'aurai Marjolaine sur le podcast, parce que je n'ai jamais douté, elle aura encore plus de choses à me raconter. Et effectivement, tu as traversé des étapes positives, difficiles, on va en parler, bah, qui font qu'aujourd'hui, même si tu as 24 ans, tu es championne du monde longue distance. Bah, tu as une sacrée expérience. Tu as une sacrée expérience déjà personnelle, parce que quand on part de l'île dans laquelle on a grandi, on a tous ces souvenirs, et qu'on arrive en France, dans une région qu'on connaît peut-être pas, bah, ça forge forcément un caractère. Et puis ensuite, le triathlon, qui est un sport exigeant, mais en même temps, tu viens de nous expliquer que tu viens de la gymnastique, donc c'est aussi un sport très exigeant, très Ah oui, rigoureux. oui, oui. Voilà, donc la rigueur que tu as en tant que championne, en tant qu'athlète dans le triathlon vient probablement aussi de là. Tes parents aussi qui faisaient ce sport, et ton papa te poussait à le faire. Qu'est-ce qui te plaisait pas il y a quelques années de cela? Qu'est-ce qui te plaisait pas? Pourquoi est-ce que tu trouvais à chaque fois des excuses pour ne pas participer à des épreuves de triathlon? C'était quoi le point bloquant? C'est vraiment que alors, c'était quand j'étais petite, donc on va dire j'avais enfin petite. J'avais 14 ans et c'était les aquathlons en 2 manches. Donc on faisait une manche, on avait une pause de 10 minutes et on refaisait une manche. Et moi, mais c'était tout ce que j'aimais pas, les choses courtes, rapides, où on est mouillé, on est trempé, on va courir, on fait une pause, et en fait, faut repartir, faut replonger. Et pourtant, les conditions étaient magnifiques, hein, c'était dans le lagon. Donc vraiment, enfin, j'avais tout pour aimer et c'était super. Enfin, mon père, voilà, il me forçait pas non plus à faire quelque chose d'horrible. Mais c'est vrai que j'aimais pas du tout l'ambiance. Tout le monde avait les mêmes trifonctions. Et en fait, moi, j'étais là avec un maillot de bain. Enfin, j'avais l'impression d'être un intrus et c'était horrible. Je connaissais personne. J'étais pas entraînée. Et en fait, j'aimais pas du tout venir sur une compétition où j'étais pas préparée et pas entraînée, quoi. On va dire que je faisais que de la course à pied. J'arrivais là, je nageais jamais. Et c'était ma seule natation de l'année. Enfin, mon père, il comprenait pas que j'aimais pas venir comme ça, un peu tout feu tout flamme sur les événements, même il y avait rien, mais j'ai toujours aimé quand je faisais quelque chose préparer et me projeter, en fait. Et là, c'était tout sauf possible. Et c'est vraiment ça qui me donnait pas du tout envie de faire du triathlon. Ça doit probablement aussi être ta formation scolaire, hein, c'est-à-dire comptable, gestion. C'est vrai qu'on est dans des choses qui sont assez pragmatiques. Ouais, je suis Tout doit très être bien. carrée. Voilà, ça doit être très carré, forcément. Donc voilà, c'était intéressant de comprendre un petit peu ça. Donc effectivement, tu arrives en France, tu es à Aix-en-Provence. À ce moment-là, tu n'as jamais fait de triathlon, un peu d'athlétisme dans ce que j'ai pu voir dans différentes interviews ou différents articles sur ton parcours. Donc là, tu prends la première licence et puis derrière, bon, bah, on sait ce qui va se passer quelques années plus tard parce que là, la période de laquelle on parle, c'est pas il y a 10 ans, c'est il y a quoi? Il y a 6, 7 ans, pas plus. C'est bien ça? À Aix-en-Provence? Oui. Ouais, il y a même pas, ouais, 6 ans, 5, 6 ans plutôt. Ouais. Ouais, 5, 6 ans. Donc voilà, voilà, donc ça veut dire que Marjolaine, il y a 5, 6 ans, découvre le triathlon et devient 5 ans plus tard championne du monde longue distance. Est-ce que c'est un petit peu pour ça que tu nous dis ça m'est tombé dessus? C'est que à aucun moment tu as eu une envie de carrière. C'est vraiment les résultats qui se sont accélérés, qui t'ont amené à devenir triathlète professionnel et championne du monde. Ça n'a jamais été un plan de carrière pour toi? Absolument pas. Moi, le sport, c'était vraiment un échappatoire. J'avais besoin de faire du sport. Je suis quelqu'un qui est très dynamique, qui a besoin de bouger. Et qui, voilà, j'ai fait de la gym pendant 8 ans à haut niveau. Et en fait, en faisant de la gym, on perçoit en fait tous les moindres détails de son corps. Voilà, on a les pointes de pied qui doivent être parfaites. Enfin, vraiment, j'avais une maîtrise de mon corps qui était très, très pointue. Et c'est ça que j'aimais dans le sport. C'était vraiment maîtriser chaque fait et geste que je faisais, voilà, comprendre chaque muscle et à quoi il servait. Enfin, voilà, c'était vraiment tout ça qui me plaisait et c'est pour ça que j'adorais faire du sport. C'était vraiment pour me libérer l'esprit, pour bouger. Mais j'adorais aussi, c'est pour ça que j'ai choisi l'expertise comptable et pas des études dans le sport comme STAPS. C'est que j'avais vraiment envie de séparer et de scinder deux mondes, qui était pour moi le monde d'évasion sportif, qui était le bien-être, et le monde professionnel, qui me faisait apprendre des choses, vraiment découvrir autre chose, mais vraiment totalement autre chose.
Et je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de similitudes entre les deux mondes. Et j'aimais bien, en fait, avoir voilà, une sorte de panel de personnes et de compétences aussi. Parce qu'au final, quand on est dans un club de sport et quand on est dans un cabinet d'expertise comptable, c'est vraiment deux types de... Enfin, c'est un peu caricatural, mais il y a vraiment deux types de Clairement. personnes très différentes. Mais pour autant, les deux sont super et méritent d'être connus. Et en fait, Exactement. voilà, moi, je sais que souvent mes amis me disaient, mais c'est, enfin, quand je faisais des petites soirées ou quoi, il y avait vraiment des gens qui venaient enfin, un peu de partout, mais qui au final avaient des points communs et c'est ça que j'aimais, moi. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire les deux. Et donc, oui, ça m'est tombé dessus parce que bah, aujourd'hui, je suis en couple avec Clément et lui, par contre, vraiment, il m'a dit, et ça me surprend toujours et je suis toujours autant choquée. Lui, petit, il voulait être triathlète professionnel. Ça, c'est un truc, mais moi, je me dis, mais comment on peut savoir que ça existe? Enfin, moi, je me dis, pour moi, c'était un sport, c'est pas un métier. Oui, je voyais des JO, oui, voilà, comme tout le monde, souvent les gens répondent, j'avais vu ça à la télé aux JO et je voulais être à leur place. Mais pour moi, ces gens-là, ils n'existaient pas dans la vraie vie, c'était des autres personnes, je sais pas trop comment l'expliquer. Mais pour moi, oui, j'ai adoré regarder les JO. Je me levais super tôt. Je me souviens des JO à Pékin. Je me levais hyper tôt pour regarder tous les sports et j'adorais regarder. Et pour moi, c'est des gens que j'admirais. Je faisais aussi du sport, donc je me retrouvais on va dire, dans les sports et dans les performances. Je voyais à peu près ce que ça représentait, mais jamais je voulais être à leur place. Ouais, c'est intéressant, c'est très intéressant parce que là on parle de 5 années, hein, une accélération de 5 années qui t'amène à ce titre de championne du monde, mais pendant ces 5 années, il faut pas oublier qu'il y a les années Covid, donc il n'y avait pas autant d'épreuves que maintenant, il n'y avait pas autant d'épreuves qu'une année classique, donc est-ce que ces années comptent ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, c'était intéressant de positionner ton état d'esprit, déjà d'où tu viens, ton parcours, donc là on comprend beaucoup mieux, ensuite l'état d'esprit et la relation avec le triathlon, puisque les triathlètes, alors moi c'est pas un domaine que je pratique, puisque je nage comme une enclume, mais disons que je regarde, je rencontre, je discute. Moi, je viens du cyclisme longue distance, et quand on a des triathlètes qui arrivent sur les épreuves que j'organise, ce qu'on se rend compte, c'est que ce sont des gens qui sont hyper pointus dans leur préparation, dans leur matériel, beaucoup plus d'ailleurs que des cyclistes ultra-distance qui pratiquent depuis des années. L'approche et la relation à la performance et au matériel est totalement différente. Et là, tu es en train de nous expliquer que bah, toi, tu arrives, toi, tu veux juste te faire plaisir, juste occuper un peu tes week-ends, aller passer des moments avec des amis, et puis on se retrouve championne du monde. Alors, moi, la question que je vais te poser, c'est à quel moment. Donc, le triathlon, déjà, on a un peu compris quelle approche tu avais, comment tu as pratiqué. Maintenant, à quel moment tu montes sur la longue distance? À quel moment tu te dis, bon, peut-être qu'on va aller. Alors, là, dans tout ce que je te décris, Marjolaine, je passe bien évidemment ton palmarès. Hein, ton palmarès, il sera mis dans les notes de l'épisode. On ne va pas revenir sur chacune des victoires. Mais ce que je veux juste comprendre, c'est le parcours. C'est-à-dire à quel moment tu te dis, bon, voilà, là, le triathlon, ok, maintenant on va aller sur la longue distance. Non, mais c'est rien. Je rebondis aussi sur ce que tu as dit au début. Moi, c'est vrai que les podcasts, oui, au début, voilà, il y a des podcasts qui me demandaient. Et c'est mon troisième parce que pour moi, j'ai pas envie juste de, voilà, qu'on énumère mon palmarès. Enfin, je trouve que ça sert à rien. C'est inutile. Et moi, ce que je souhaite, c'est vraiment juste partager mon expérience et expliquer et avoir, on va dire, une sorte de thématique qui peut aider les gens. Donc, c'est pour ça que j'avais fait sur d'autres sujets un peu sport santé. Et c'est bien de passer, et c'est rare, ça, souvent. En plus, c'est un peu gênant, on remet un peu tout ce qu'on a fait. Bon, je veux dire, voilà, je suis normale et je veux dire, c'est bien. Je préfère au contraire qu'on fasse des podcasts comme ça. Donc, non, en fait, c'est allé extrêmement vite dans le sens où je me suis même retrouvée avec un peu de vie. J'étais étudiante en expertise comptable et avec le Covid, c'était tout en distanciel. Donc, en fait, c'était génial pour moi parce qu'à l'île de la Réunion, c'était un décalage horaire. Donc, j'avais les cours de 11 heures à 20 heures et ça me permettait de m'entraîner le matin. Du coup, à La Réunion, on s'entraîne le matin parce qu'il fait super chaud. On se lève très très tôt, c'est un peu en décalage avec la France, mais voilà, 5 heures, on peut être debout, il y a le soleil et puis c'est normal, quoi. Donc finalement, j'avais des journées qui étaient très très remplies. Donc je me levais le matin, je m'entraînais, j'avais un rythme hyper huilé, c'était parfait. Il y avait un entraînement le matin, voire deux, j'allais nager dans le lagon. Et en fait, après, bah, j'allais en cours. Donc, j'avais vraiment eu ma partie sport. Et après, à 11 heures, hop, je m'asseyais et jusqu'à 20 heures, je travaillais. Et en fait, voilà, j'ai enchaîné comme ça les jours, les semaines, les mois. Et puis, quand il y a eu le déconfinement et qu'il n'y a plus de distanciel et qu'on est revenu en présentiel, eh ben là, ça a été compliqué de tout caler parce que je me suis retrouvée avec des journées classiques de 8h, 18 heures à l'école en présentiel.
Forcément, mon rythme sportif, bah, j'ai essayé de le moduler le matin très tôt, mais plus les journées raccourcissaient, plus c'était dur de se motiver et de rester bah, voilà, dans la nuit, dans le noir, c'est assez compliqué. Très tard le soir, il fallait que ça cale avec les horaires de la piscine en public. Enfin, ça commençait à être un peu compliqué et là, je me suis aussi rendu compte de quelque chose, j'ai eu un déclic et en fait, quand j'étais en cours, j'avais plus cette passion pour ce que je faisais et je pensais qu'à une chose, c'était comment j'allais pouvoir caler ma séance ou comment allait se passer ma séance. J'étais déjà projetée sur ma séance de course à pied ou de natation. Et en fait, j'étais en cours, donc je me disais, mais parce que moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Quand j'étais en cours, enfin, j'ai très rarement travaillé en dehors des cours. Moi, quand j'étais en cours, j'étais à 100%, voire à 200%. Je comprenais pas quelque chose, j'interrompais le cours, je demandais, je posais une question. Et j'ai souvent été un peu l'élève où je levais la main et tout le monde me disait, oh, mais merci vraiment, t'as demandé, on comprenait pas non plus. Et en fait, je me disais, mais il faut demander. Enfin, et en fait, ils disaient, mais j'allais regarder ce soir chez moi. Et moi, je dis, mais moi, ce soir, j'ai pas le temps, j'ai attelé. Enfin, je veux dire, on est là. En fait, j'ai toujours fait ça. Et c'est vrai que quand je me suis rendu compte que j'étais en cours et qu'au final, ça commençait un peu à, bon, à me passer au-dessus et que j'avais plus cette passion aussi forte pour voilà, être acteur du cours, pour moi, c'était important que bah, les camarades aussi le soient. C'était un cours plus vivant. Et en fait, quand moi-même, je n'étais plus comme ça vivante, je me suis dit, mais ça se trouve, il y a quelque chose qui s'est un peu effacé. Et j'ai commencé à demander à l'école si je pouvais redevenir en distanciel pour pouvoir refaire les deux et c'était plus possible. Ils pouvaient pas et petit à petit ben voilà il y a eu des compétitions, c'était en 2021, j'ai fait le championnat de France, il y avait des compétitions qui tombaient le samedi donc il fallait partir le vendredi donc je ratais les cours alors que ça m'arrivait jamais de rater les cours parce que je détestais rattraper sur les autres, je comprenais pas les notes et tout ça, enfin j'aimais bien être présente et du coup voilà au final bah j'ai basculé, c'est-à-dire que j'ai de moins en moins suivi les cours, j'ai quand même validé mon année mais voilà, plus du tout comme avant, dans un but d'avoir des bonnes notes. Là, c'était vraiment dans un but de l'avoir. Et je me souviens que c'était pas du tout moi, ça. Et c'est là où j'ai basculé, en fait, où je suis passée du côté sport. Et le côté devenir également triathlète professionnel, est-ce que la transition s'est faite en même temps que tu as monté sur la longue distance et la fin de tes études? La longue distance, j'avais déjà testé avant le Covid, parce qu'en fait, j'étais au Triathlex et il y avait le 70.3 d'Aix-en-Provence, il y avait vraiment un engouement autour du longue distance. Et en fait, moi, pour la petite histoire, je viens vraiment pas du triathlon. J'ai pas fait les écoles de triathlon où on est habile sur le vélo, on roule en peloton, tout ça. Donc en fait, moi, j'ai fait un peu de Grand Prix, mais c'était une horreur parce que j'avais très très peur en vélo de tomber. J'aimais pas du tout ça. La natation, tu disais que c'était une enclume, mais moi, j'étais proche de l'enclume. J'ai vraiment commencé, c'était une catastrophe. Donc, je sortais super loin. Enfin, en fait, c'était vraiment horrible, quoi. Je prenais aucun plaisir. Même quand je sortais à peu près dans le pack, même si c'était le dernier pack, bah, au final, j'avais qu'une envie, c'était d'être toute seule en vélo parce que je voulais pas être en peloton. J'avais peur de tomber. Parce que j'ai eu un grave accident de moto aussi. Très peu de gens le savent. À quel âge? À 17 ans. Ok. Quand tu dis très grave accident de moto, c'est quoi? C'est des fractures, c'est une commotion, J'ai eu des brûlures au second degré profond, j'ai eu une greffe, enfin, j'ai un endroit qui est un peu greffé et en fait, j'ai eu 3 mois où vraiment j'avais des soins tous les jours avec une infirmière. Enfin, j'ai récupéré, mais en fait, c'est parce que j'ai passé 3 ans sans soleil. Donc, j'allais voilà, à l'extérieur avec des leggings longs, je mettais de la crème pour les personnes qui avaient des cancers de la peau. Enfin, je devais faire vraiment hyper attention et j'avais vraiment toute la partie de la peau, bah, c'était second degré profond, quoi. Donc, c'était assez et grave, il y a eu des complications. ça doit être un vrai défi, Marjolaine, parce que habitant La Réunion, faire du sport en extérieur pendant 3 années, ça doit être compliqué, ouais. Le plus gros défi, ça a été pour ma maman parce qu'elle a jamais lâché. Elle m'a toujours dit, mets un legging, mets une robe longue. Et en fait, c'était horrible parce que bah, j'avais 16 17 ans. C'était en seconde. Et en fait, bah, seconde, première, terminale, bon, c'est un peu les années Ouais, où je vois bien. en robe un peu courte, t'as envie de mettre un short, enfin, voilà. Et moi, bah, je pouvais pas. Et puis au début, c'était pas possible. C'était tellement moche que c'était tout brûlé, quoi. Enfin, c'était horrible. Et en fait, j'ai encore des cicatrices. Là, les gens ne voient pas trop. Mais j'ai très, très bien récupéré parce que ma Tu as mère encore des cicatrices m'a parce que rabâché toi, sans arrêt. tu as des cicatrices parce que toi, tu le sais, tu les vois, mais pour le grand public, probablement que ça passe inaperçu, Ouais, de par justement le fait que tu les protégé, ouais. ouais, la plus grosse, c'est sur le ventre. Donc, on la voit enfin, on la voit quasiment pas. Mais il y a du goudron encore, enfin, sous ma peau, du coup, qui est pas parti. Tu as dit que c'est en moto, donc c'est une brûlure due à un contact avec le pot d'échappement, par exemple, ou le moteur, ou c'est vraiment une brûlure d'avoir glissé sur le goudron?
Ouais, en fait, j'étais avec une moto, donc c'était la mienne, parce que j'avais moi, c'est pareil, toutes les filles avaient un scooter, moi, je voulais une moto, je trouve que c'était plus stylé, on s'embêtait, enfin, c'était moins... Enfin, voilà, il y avait des vitesses, c'était sympa. Et en fait, bah, un jour, je rentre de la plage, ils venaient d'installer des filets anti-requins à La Réunion, donc on pouvait se baigner un peu partout, à Boucan, il y avait des super vagues, et c'était trop, trop bien. Et en fait, j'avais pas le droit de sortir, donc mon papa me dit, t'es où? Reviens vite à la maison. Non, mais j'ai juste fait une petite course. Et du coup, je suis partie de la plage super vite en short et en t-shirt. Et j'ai foncé sur la route. Il y avait un dodan que je n'ai pas vu avec la réverbération du soleil. En fait, pour moi, la route était plate. Et en fait, j'ai guidonné. J'étais à 80. Je fais un vol Ah, plané. c'est clair. J'ai râpé le goudron sur 20-25 mètres. Parce que je repasse très, 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 très peu sur l'endroit de l'accident. Ah, Et en tu fait, je me dis, m'étonnes. mais comment j'ai pu arriver là? Enfin, je veux dire, j'étais là où il y a le dodan et je suis arrivée ici. Bon, bref, du coup, c'était assez compliqué, ouais. Et puis moi, je suis un peu hypocondriaque, tout ça, j'aime pas trop l'hôpital. Et du coup, ouais, là, j'avais une infirmière tous les jours qui venait, qui m'enlevait toute. Enfin, Ouais, c'était parce horrible, qu'en il y avait fait, plein de ouais, fibrines. ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est ça le problème avec les brûlures hein. Dans le cyclisme, tu imagines bien qu'on connaît aussi ce genre de choses. Oui, Alors, ouais. pas au deuxième degré, au niveau où tu étais. Hein. Je sais pas ce que je veux dire, mais effectivement, cette fibrine, euh, en fait, il faut vraiment l'enlever à chaque fois. Pour les gens qui sont brûlés, qui Oui, veulent pas se soigner au début et qui se disent non, mais je vais faire moi-même avec ce que j'ai à la maison. À compter du ouais. moment où vous voyez sur votre plaie une petite peau blanchâtre qui arrive, ça va être compliqué pour vous. Ça va être compliqué pour vous. Donc là, il faut une infirmière, très clairement. Donc au début, Et tu te ça dis, peut c'est pas durer trop longtemps. Hein. profond, Ouais. parce qu'il y a la fibrine, en fait. Ouais, Mais mais alors, ça n'a quand rien elle à voir, arrive avec sa effectivement. Ouais, compresse et qu'elle c'est ça. appuie et qu'elle enlève toute la fibrine, et là, tu vois le trou. Et quand tu as un trou au niveau de la hanche, tu dis, ah ouais, comment ça va se reboucher, ce truc-là? Et au Exactement. final, bah, Moi plus ça avance. je connais la fibrine. Je raconte une petite anecdote. Donc après, il y a probablement des auditeurs qui vont m'envoyer des petits messages en me disant que je ramène un peu trop ma fraise, mais je partage quand même mon expérience. Je partage mon expérience. Moi, ça m'est arrivé il y a 4 ans à peu près. Alors moi, c'était pas du tout en moto. C'était, je dépliais mon home trainer parce que je voulais faire une séance d'home trainer à la maison. Et en fait, en dépliant une des lamelles, cette lamelle est venue scalper mon tibia. C'est-à-dire qu'elle est venue vraiment frotter sur mon tibia et elle a scalpé mon tibia. Donc au début, tu te dis, ah, c'est une éraflure. Tu vois, c'est juste une éraflure. Donc tu mets un pansement, puis tu vois qu'effectivement, bah, ta cheville, elle commence à enfler et ça s'est infecté. Et après, tu vois la fibrine. Et effectivement, depuis, j'ai vraiment une très grosse marque sur le tibia. Alors ça fait pas comme un grand brûlé, hein, parce que j'étais pas grand brûlé, mais au niveau de la fibrine, on pense que c'est pas grand-chose. Et en fait, je l'ai probablement mal soigné et j'aurais une marque comme une carte bancaire sur ma cheville, probablement toute ma vie. Et c'est vrai que la fibrine, c'est vraiment le truc qu'il faut absolument enlever par un professionnel, par un infirmier ou par une infirmière. Et c'est tous les jours, effectivement. C'est pas une fois par semaine. C'est tous les jours. Tous les jours. Donc, elle venait et je me disais, ah, c'est pas mal là. Ça va, c'est bien bouché. Et au final, elle arrivait, Au final, c'était elle enlevait tout. hyper Ouais. douloureux. C'était horrible. Et elle enlevait tout, mais je me souviens, je l'insultais parce que j'avais tellement mal, elle appuyait, et puis, oh. Et en fait, ouais, ben là, quand elle enlève tout, mais j'étais à la limite de tomber dans les pommes parce que je voyais enfin, ma peau hyper profonde par rapport à l'autre peau. Enfin, je veux dire, il y avait un décalage en fait. Et je me disais, mais comment Ouais, ça va se clairement. reconstruire? Et en fait, un truc tout simple pour me doucher, ben, je pouvais pas parce que, en fait, je me disais, mais le jour où je vais pouvoir m'essuyer en sortant de la douche et tu sais, bien s'essuyer avec la serviette toute douce à les jambes, je me disais, mais ça va être trop bien. Parce que c'était impossible. En fait, je faisais des toilettes de chat. Enfin, je t'enverrai une photo, on dirait une momie, c'est quand je sortais de l'hôpital. Ah, c'est sûr que tomber à 80 km/h à moto, en short et débardeur, oui, Ouais, non, forcément, non, forcément, forcément. j'ai fait une très grosse Bon, erreur, mais ouais, ouais, un non. moment difficile, difficile pour toi et marquant et traumatisant, mais probablement dans ce moment-là, tu as cherché, ou en tout cas, tu as récupéré de l'énergie des années après. Et puis pour revenir sur le triathlon, tu expliquais tout à l'heure que tu aimes bien comprendre, notamment en gymnastique, tu aimais bien comprendre le mouvement, le rôle de chaque muscle. Est-ce que tu as utilisé cette curiosité dans le sport dans lequel tu es championne du monde, le triathlon longue distance? Est-ce que tu as utilisé cette curiosité pour comprendre ta pénétration dans l'air, le positionnement de tes mains, de tes poignets, ton coup de pédale, ta position sur le vélo, peut-être même tes foulées, euh, la cadence de tes bras en natation? Est-ce que tu as eu cette même curiosité que tu avais en gymnastique pour le triathlon? Très bonne question. Franchement, je dirais oui et non. Sur certains points que tu décrivais, oui. C'est-à-dire que quand je cours, voilà, sur des séances, je sais ce sur quoi il faut que je me concentre pour passer telle ou telle séance. Il y a vraiment des parasites qui vont être, enfin,
qui vont empêcher parfois que j'arrive à passer des séances. Et plus j'ai fait des séances, plus je me suis dit, OK, ça c'est important, ça l'est pas. Donc, c'est vraiment des choses, ouais, clairement qui m'ont fait que la gym, voilà, j'ai gardé de la gymnastique. Mais après, comme j'étais encore au début du triathlon dans mes études, c'était assez compliqué. C'était plus une évasion. Et en fait, le volume de mes entraînements commençait à augmenter, augmenter. Et du coup, j'avais plus, enfin, j'étais un peu sur une fatigue, un peu. Bah, du coup, est-ce que le sport c'est une évasion ou est-ce qu'il faut quand même que je réfléchisse? Du coup, il y a des fois, non, je réfléchissais pas du tout. Je ne réfléchissais pas du tout, pardon. Et, euh, et en fait, c'est mon entraîneur Yves qui m'a amené ça, mais hyper progressivement. C'est vrai que ça c'est, enfin, même lui, il me dit, bon, je devrais pas te le dire, Marjolaine, mais je sais pas comment t'en es arrivé là avec ce que je te donne, parce qu'il me dit, moi, je pensais jamais que ça allait aussi bien fonctionner, ou du moins rapidement. Et en fait, moi, le souci que j'ai eu, c'est que bah, j'avais comme ça un peu ces deux vies. Et en fait, petit à petit, bah, le sport a commencé à être une sorte d'addiction et de routine. Et en fait, je dis addiction parce que je me suis épuisée par le sport, parce que je mangeais pas assez, en fait. Et On va en parler de ça. On va en parler, Marjolaine, parce que j'ai eu écho, effectivement, j'ai suivi ton parcours. Et puis, comme je te suis depuis déjà un moment sur les réseaux, comme des milliers de personnes, on voit la transformation physique. C'est aussi la magie et les réseaux sociaux, c'est l'image, et on voit la transformation physique, et tu n'es pas la seule, il y a d'autres, on le voit plus chez les femmes probablement, plus que chez les hommes, mais on voit cette transformation physique, et on va en parler de ça. Mais ce que je voulais dire par là, sur ton mouvement, c'est est-ce que tu es quelqu'un qui est proche des data? C'est-à-dire que est-ce que tu t'intéresses à... Enfin, je sais pas, tu es peut-être équipé aujourd'hui de différents bracelets connectés qui te donneraient ton sommeil, ton niveau de forme, tes battements, ta cadence. Enfin, bref, aujourd'hui, on peut tout savoir avec les data. Est-ce que tu es ce genre d'athlète ou pas? pas du tout. J'ai commencé à utiliser le cardio et le capteur de puissance il y a un an, je dirais. Avant, c'était vraiment, voilà, je vais Bon, ça, courir, je vais rouler. Ouais. Et en fait, non, j'utilise vraiment cette analyse de mouvement pour être proche de moi, de mon corps et de mes sensations. Mais du coup, pour moi, regarder des chiffres et des choses scientifiques, ça serait me détacher de mes sensations personnelles parce que je trouve qu'on est très vite influencé par les chiffres. En Ouais, fait, bien on peut sûr. se lever un matin et se dire, oh là là, j'ai un super HRV, je vais être trop bien. Et au final, on se ment un peu. On peut avoir des moments où on n'est pas très bien. Et à l'inverse aussi, oh là là, mon HRV, il est horrible, mais là, mais c'est clair, là, je suis trop fatiguée. Et moi, je suis un peu comme ça. Du coup, non, non, je reste vraiment sur mes sensations. Et, et c'est vrai que donc du coup, avec le volume qui a augmenté et pas mon alimentation, c'est vrai que j'ai été de moins en moins proche de ça. Et c'est une très bonne question parce que du coup, ça me montre qu'il faut que je sois un peu plus et redevenir un petit peu comme avant. Mais en fait, j'arrivais plus à me concentrer sur tout et je voyais que je perdais un peu en concentration et je faisais pour faire et c'était un peu en mode survie. Mais non, les datas, je n'analyse pas trop et Yves non plus, à vrai dire. Non, c'est pour ça, en fait, je n'avais pas prévu dans mon fil conducteur de notre échange de te poser cette question, mais quand tu as expliqué qu'en gymnastique, tu analysais tes mouvements et le rôle de chaque muscle, j'ai tout de suite pensé à un livre que je suis en train de lire actuellement qui s'appelle Sans limite. Ça a été écrit par Chloé Lantier, qui est une grande scientifique sur justement le mouvement du sportif et comment le mouvement peut te faire économiser de l'énergie. Et c'est pour ça, comme tu es quelqu'un, effectivement, où tu aimes bien que tout soit préparé, anticipé, travaillé, c'était juste la question sur laquelle je voulais t'emmener, mais tu parlais d'Yves Cordier. Ça, c'est quelque chose que je voulais évoquer avec toi. À quel moment tu as été mise en relation avec Yves Cordier? Est-ce que c'est lui qui est venu vers toi? Est-ce que c'est toi qui es allé vers lui? Yves Cordier, qui est quand même la référence aujourd'hui. Tu peux pas parler de triathlon, tu peux pas parler d'Ironman sans parler d'Yves Cordier. Alors, ce qui est plutôt marrant, c'est que moi, je connaissais pas Yves Cordier. Je l'ai connu pendant le Covid. En fait, c'est via un ami en commun. Moi, je cherche un entraîneur. Voilà. Et puis, il m'a dit, bah, écoute, j'ai quelqu'un qui est pour toi. Il est top, c'est le meilleur. Il va te faire hyper progresser. Yves Cordier. Et je connaissais le nom, mais je savais pas forcément ce qu'il avait fait ou ce qu'il était exactement. Je savais qu'il avait un lien avec Ironman, mais pour moi, il dirigeait Ironman, mais il avait jamais été athlète. Et en fait, là, je me suis rendu compte que j'étais un peu la boulette. Et en fait, bah, bref, moi, je l'ai appelé. J'ai dit, voilà, cet ami en commun m'a conseillé de vous appeler. J'aimerais commencer le triathlon de manière un peu plus sérieuse. Je recherche un entraîneur et j'aimerais bien que ça soit vous. Et en fait, bah, au début, il m'a pas dit oui.
Il m'a dit, bah écoute, tu vas t'entraîner un peu toute seule, tu pourras m'envoyer un peu tes plans, je regarderai et je pourrai ajuster. Bon, je me dis bon, bah je vais lui envoyer ça. Donc j'ai fait une petite bio, j'ai expliqué comment je m'entraînais, comment ça se passait un petit peu ma vie. Et lui petit à petit, il m'a donné des petites astuces. Il m'a dit, bah mais plutôt, enfin, fais plutôt ci, fais plutôt ça. Après, il m'a envoyé une semaine. Après, il m'envoyait toutes les semaines. Et après, tous les jours, on discutait. Et puis, au final, la relation s'est créée comme ça. Et il a accepté de notre... Enfin, on s'est jamais vraiment dit, mais ça s'est fait tout seul. Et on en reparle souvent de la manière dont ça s'est fait, parce que c'est vrai que moi, j'avais l'impression qu'il voulait pas du tout et que j'avais forcé. Et en fait, c'est qu'il était dans une période, Yves, où, voilà, c'était le Covid, bah, il avait eu un gros groupe d'entraînement, il entraînait Jeanne Collonges, Romain Guillaume, Delphine Pelletier, et c'était toute une génération qui s'entraînait ensemble. Et moi, je suis un peu arrivée après tout ça, et peut-être qu'il avait un peu envie de décrocher et de plus trop faire ça. Et en fait, bah, moi, je suis arrivée comme ça, j'avais pas trop d'expérience. Enfin, je connaissais, enfin, vraiment, le triathlon, je connaissais pas du tout la preuve. C'était, enfin, je savais même pas ce qu'il avait fait. Et en fait, on s'est vu à Nice parce que je déménageais à Nice. En fait, j'ai changé entre Aix-en-Provence et Nice parce que je voulais vraiment, comme je disais, me mettre plus au triathlon. Et je trouvais qu'à Nice, il y avait vraiment une ferveur pour le triathlon. Enfin, le 70.3 de Nice, il y avait vraiment quelque chose, en fait, dans Ouais, il cette se passe ville un qui était truc. pour moi Ouais, il se très passe un athlétique. truc, très clairement. Très clairement. Quand tu parles de cette période, Marjolaine, tu dis j'avais vraiment envie de me mettre au triathlon. Euh, Là, tu n'as pas encore le statut, enfin, tu n'es pas encore athlète pro. Tu es toujours en Non, études pas du ou là, tout. est-ce que. Voilà, on est encore en amont là. Ouais, ouais, je suis en études et quand je suis dans mes cours, je pense qu'à faire du sport. Et c'est là où j'ai eu ce déclic et je me suis dit, mince, Ok, pourquoi j'ai plus cette passion enfin, pour l'école, quoi. intéressant. Donc là, on est il y a quelques années, on est il y a 3 ans, 2, 3 ans. Oui, Donc 3 ans, c'est ça. c'est rien en fait. Quand tu mets ça à l'échelle d'une carrière et que tu deviens championne du monde quelques mois plus tard, c'est assez incroyable. Et justement, donc là, je fais volontairement un petit coup d'accélérateur. C'est ces championnats du monde. Est-ce qu'à un moment donné, Yves Cordier, ton entraîneur ou ton entourage, à un moment donné, t'ont dit, Marjolaine, tu peux être championne du monde, ou est-ce qu'à nouveau pour toi, ça a été une surprise? Moi, je suis allée vraiment dans le but de faire un Ironman. Et comme la distance était entre un half et un Ironman, on s'était dit que c'était parfait pour tester un petit peu et faire un petit pas et non un grand pas pour moi, parce qu'entre l'half et le full. Et en fait, voilà, je suis vraiment allée comme ça. C'était une sélection de l'équipe de France. Pour moi, c'est très important. J'adore courir sur l'équipe de France, sous les couleurs. Il y a vraiment, c'est un peu la seule compétition pour ceux qui font du long qui peut se faire avec un cadre technique. Enfin, on est accompagné. C'est toujours une bonne ambiance. On a un kiné. C'est très pro, très carré. Donc forcément, j'aime bien. Et en fait, non, avec qui, voilà, on y allait. Enfin, il m'a entraîné pour ça. On a vu la start list, on l'a analysé, mais sans mettre de résultat. Yves ne m'a jamais mis de pression ou me donné d'informations sur un résultat. Il y a juste eu une seule phrase qui est restée dans ma tête pendant toute la course. C'est mon père qui m'a dit avant le départ, à 3 minutes du départ, il était là, mon papa, et il m'a dit cette course, Marjolaine, elle peut changer ta vie, tu t'en souviendras toute ta vie. Et en fait, j'ai gardé ça dans ma tête tout le long de la course et je me suis dit, mais c'est vrai, enfin, on pourra jamais me l'enlever, ça, ce titre de championne du monde. Je pourrais le dire à mes enfants, enfin, je veux dire, on s'en souviendra tout, enfin, moi, je m'en souviendrai tout le temps. C'est quand même un truc qui peut effectivement, je sais pas, changer ma vie, mais en tout cas, enfin, oui, changer ma vie, je dirais Si, oui. si, je pense très clairement. Je pense que ça change une vie, ouais. Enfin, j'étais la même, mais je veux dire, ouais, ça change dans le sens où, bah, on l'a fait et c'est trop stylé, quoi. Donc, C'est un je me suis super. dit, après, je pourrais le dire à mes enfants, ma grand-mère, elle va être trop contente. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, et quand il m'a dit ça au départ, mais j'ai eu cette phrase dans ma tête toute la course, qui a duré quand même 5-6 heures. Et en fait, ouais, je pense que ça m'a vraiment mis dedans, quoi. Ouais, c'est le résultat d'une vie, hein. C'est le résultat d'une vie, championne du monde de ta discipline, qui est ta passion, dans laquelle tu t'entraînes si difficilement. Et alors, tu vois, on a fait volontairement un coup d'accélérateur en 2023. On va revenir à tout ce qui s'est passé avant, parce que là aussi, tu as puisé probablement dans les moments difficiles que tu as connus les mois précédents de l'énergie pour aller chercher ce titre, hein, parce que là, on n'a parlé que des choses où tout se passait bien, très clairement, hein, Ouais. dans ce qu'on décrit, l'échange qu'on a depuis un peu plus de 30 minutes. Bah, tout est positif, tout se passe bien, mais c'est Bon, assez pas rare où l'accident les de choses. moto, quand même. Voilà, l'accident de moto, effectivement, petit passage difficile. Mais bon, on va quand même aller sur ce qui s'est passé les mois d'avant et qui t'ont marqué, mais là aussi où tu as pris de l'énergie et des ressources pour aller encore un peu plus haut, ou en tout cas retourner vers les sommets. Euh,
Si tu avais là aussi une petite astuce, des petites astuces à partager pour les gens qui écoutent, c'est comment est-ce que tu maintiens un niveau de motivation quand on fait comme ça de la longue distance. Et dans la préparation, dans l'entraînement, il y a quand même 3 disciplines dans lesquelles il faut s'entraîner, c'est très technique. Donc comment tu arrives, toi, quelle est ta clé pour maintenir ton niveau de motivation le plus haut possible durant toute une année comme ça? Alors moi, bah, ça revient à la gym, en fait, c'est vraiment la gym ce qui m'a formée. Et c'est vraiment parce que dans chacun de ces sports, on va dire, je stimule une partie de mon corps et je stimule une partie de mes muscles. Et c'est vraiment ce que j'aime en fait dans le sport, moi, c'est de voir les sensations que ça procure sur son muscle, sur son avant-bras quand on nage, sur sa respiration, sur le cœur qui bat, sur l'accélération, sur la récupération, où son cœur descend. Et on voit en fait un peu tous les aspects du corps. Et moi, c'est vraiment ce que j'adore et c'est là où je reste motivée, c'est que je me sens tellement bien quand je fais du sport, que ça soit pendant, après. Bon, des fois, avant, je suis un peu fatiguée ou j'ai pas forcément envie, comme tout le monde. Mais en fait, j'aime tellement dans ces 3 sports-là qui prennent vraiment en globalité tout le corps humain. J'adore, en fait. Et c'est ça qui me reste, je reste motivée pour ça. Et à la différence de Clément, qui lui ne fait ça que pour les compétitions, moi, pas du tout. Oui, forcément, j'adore les compétitions, j'adore gagner. C'est quelque chose que j'ai envie. Enfin, je veux dire, quand je vais sur une course, je vais gagner forcément. Après, si ça je mets à du monde, bah voilà, je réajuste. Enfin, je suis pas là en me disant, je vais toutes les défoncer, je suis la meilleure. Pas du tout. C'est pas du tout comment je vois les choses. Mais moi, vraiment, chaque jour, je me dis, mais là, c'est trop bien. Enfin, je vais faire du sport, je vais stimuler un peu mon corps, je vais me sentir vivante. Et pour moi, enfin, une contraction de muscle, une accélération du cœur, un ralentissement, pour moi, c'est se sentir vivant, en fait. Intéressant. Ça, c'est très, très intéressant, ce message-là, hein. C'est vrai de rester en mouvement. De rester en mouvement, Ah ouais, c'est la ouais. vie, très clairement. Euh, et puis, quelle relation tu as? Alors, ma question, elle est liée aussi avec ce que tu as traversé et ce que j'aimerais creuser un peu plus tard. Donc là, on va rester sur la relation avec l'alimentation, mais uniquement pendant l'épreuve. J'ai écouté une de tes interviews, Marjolaine, où tu expliquais justement qu'aujourd'hui, le corps a besoin de sucre, de carbo, hein, pour être performant, et que bah, les plus grandes marques et les plus grands scientifiques ont reconnu que bah, c'est maintenant, si tu veux être très performant, c'est pas 60 grammes de glucides par heure, c'est 80, 90, 100. Et tu expliquais lors d'une de tes interviews qu'il faut habituer son corps à accepter ça, parce que tu peux pas passer de 60 grammes à 100 grammes en 2 sorties. Ton corps, il va rejeter. D'où les problèmes gastriques que peuvent avoir beaucoup de sportifs sur la longue distance, que ce soit en trail, en course à pied, en vélo. Comment est-ce que toi, est-ce que ta stratégie d'alimentation pendant les épreuves, ou juste avant, en tout cas en préparation, a été modifiée depuis toutes ces années ou depuis ces quelques mois? Ou est-ce que tu as toujours une routine qui s'améliore d'épreuve en épreuve? Alors, sur chaque compétition, j'ai une routine, effectivement. Je suis aux alentours de 90-100 grammes par heure. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours fait depuis le début parce que, effectivement, on m'avait dit, j'avais lu que c'était hyper important et que ça permettait de garder un niveau, en fait, de performance et de watts, de vitesse. En fait, ça permet, clairement, hein, on le voit, hein, c'est impressionnant. Mais par contre, à l'entraînement, je suis pas très bonne élève. Moi, j'ai un peu la chance de pas avoir de problème gastrique pour l'instant. Donc en fait, j'arrive à passer de 0 à 90-100 et je ne m'entraîne jamais à l'entraînement à faire ça. Donc ça, je suis pas très bien, pas très bonne. Non, mais c'est Faut pas faire intéressant parce comme que moi. depuis que tu parles, depuis que tu parles sur ton parcours, on mesure le potentiel en fait que tu as. Donc très clairement, je pense que Yves Cordier doit se régaler à avoir une athlète comme ça entre les mains, parce que enfin le potentiel que tu décris avec ton parcours, ta fraîcheur, mais aussi tes blessures, on va en parler, font que bah, voilà, le potentiel il est juste extraordinaire, alors que plein d'autres sportifs, plein d'autres triathlètes font les choses à la lettre et n'ont pas ces résultats-là. C'est pour ça que je pense que le côté physiologique à un moment, et là aussi, hein, je parle en connaissance de cause, puisque j'ai eu la chance d'interviewer à peu près, écoute, j'ai 200, un peu plus de 280 épisodes d'Ultra Talk et une centaine de Dans la tête d'un cycliste. Donc voilà, j'ai échangé avec 10 différents sportifs, et selon moi, physiologiquement, dès le départ, il y a quelque chose de différent chez des gens qui sont des champions comme tu l'es, qui ont des titres de champion du monde. Et là, je pense que après avoir écouté ton parcours, on se rend compte que physiologiquement, il y a un truc en plus, parce que tu fais pas les choses comme peuvent le faire d'autres sportives, et tu as des résultats juste extraordinaires. Et qu'est-ce que le titre, Marjolaine, de championne du monde? C'est encore très frais, hein, il y a quelques mois.
Qu'est-ce que ce titre a changé pour toi dans ta relation avec ton sport? Alors, je suis championne du monde World Triathlon, donc c'est sûr, avec toutes les fédérations. C'est vrai que, on va dire, financièrement et au niveau des sponsors, être champion du monde Ironman, c'est vraiment autre chose. Clairement, ça n'a rien à voir. Par contre, personnellement, moi, ce que ça m'a apporté, c'est une espèce de, un gros soulagement après toute cette année 2022 où j'ai eu énormément de fractures, où j'ai dû, voilà, aller au combat avec à chaque fois une fracture, une reprise, une fracture, une reprise. Ça a été les montagnes russes et ça a été très compliqué parce que j'ai dû accepter une transformation physique. Enfin, voilà, je suis pas non plus passée, pas pris 20 kilos, mais je veux dire, physiquement, j'ai quand même changé. Et c'est très difficile, je pense, et encore plus pour une femme d'accepter ça, surtout quand on a été très maigre. Je pense que voilà, quand on perd du poids, les gens qui sont un peu en surpoids doivent se rendre compte du bienfait que ça peut faire. Donc forcément, ça fait de même. Sauf que quand on n'est pas à un poids trop élevé et qu'on en perd, bah forcément, il y a quand même des effets négatifs, bien sûr. Mais voilà, c'était vraiment pour moi ce titre un soulagement où je me suis dit, bah en fait, mon corps, voilà, même si moi je le trouve gros et il a changé et pour moi, il n'allait pas me permettre de faire des choses de cette année, bah finalement, j'ai bien fait d'écouter les gens qui m'ont dit que ça allait le faire et qu'il fallait croire voilà, en un corps en bonne santé et que c'était comme ça que j'allais pouvoir continuer ma carrière. Et comme je le disais, moi, le sport, ma motivation, c'est parce que voilà, j'adore me sentir vivante et me sentir bien dans mon corps. Et en fait, c'est un peu compliqué parce que là, j'ai dû reprendre du poids, donc je me sens pas très bien dans mon corps. Mais finalement, avec un poids très inférieur comme j'ai eu, j'ai fait du mal à mon corps, je l'ai un peu détruit. Enfin, mot pour mot, je me suis cassé les os volontairement quasiment parce que c'est moi qui l'ai cherché. Et en fait, du coup, je suis un peu entre les deux parce que vraiment, mon essence même, c'est de faire du sport pour me sentir vivante et me sentir bien dans mon corps, en bonne santé. Et avec le sport un peu à outrance, comme j'ai fait en triathlon, qui a été mal accompagné par par une malnutrition et plein d'autres effets extérieurs. Il n'y a pas que la nutrition, il y a le stress qu'on peut se créer, il y a l'environnement. Moi, comme je le disais, le triathlon, c'est un environnement qui est extrêmement particulier. Faut faire très attention, hein. Moi, je sais que voilà, le triathlon, j'en fais, j'aime les compétitions, mais avec Clément, avec ma famille et même avec Yves, voilà, on s'entraîne, on adore le sport, mais on n'est pas branché sur une chaîne triathlon tout le temps, quoi. Oh, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, c'est vrai que ça a probablement changé beaucoup de choses. Ça fait également passerelle avec le sujet que je voulais évoquer avec toi, mais c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Tu l'as dit au niveau des revenus financiers, un titre, ce statut de sportif professionnel démarre qu'on a vu également, si on suit ton feed sur les réseaux sociaux, on voit bien que le matériel est beaucoup plus performant. Donc là aussi, si tu aimes le sport, forcément, avec un vélo dernière génération en chrono, ça va forcément plus vite dès le moindre coup de pédale que les vélos que tu as pu avoir par le passé qui n'étaient pas, pour le coup, typés contre la montre. Je pense notamment à ton superbe Cipollini rose. Voilà, Oui, mon petite premier vélo, parenthèse, c'est vrai c'est que mon papa qui voilà, me l'avait acheté. c'est vrai qu'aujourd'hui le matériel, même si c'est le sportif qui pédale, le matériel permet quand même d'avoir une performance beaucoup plus importante. Et puis tu as dû être encadré aujourd'hui, hein. Moi, je suis pas du tout sur le matériel, ouais, c'est vraiment parce que je suis avec Clément et que bon, il s'est un peu mis, mais lui non plus, il n'était pas trop dessus. Moi, mon vélo, je me le suis acheté. C'est Yves qui m'a dit, voilà, il faut que tu investisses. C'est vraiment lui qui m'a donné un peu les déclics. Il m'a dit, voilà, là, il faut que tu en achètes un. Il faut que tu aies un chrono, ça va t'aider. Bon, bah, je l'ai acheté. Effectivement, oui, ça aide forcément par rapport à un vélo de route. Là, je vais pas dire le contraire. Mais c'est vrai que les matériels, voilà, enfin, je veux dire, je suis pas hyper pointilleuse. Je sais que ça fait énormément de gains à l'aérodynamisme, mais pour dire, j'ai jamais fait de test en soufflerie, j'ai jamais cherché à Oui, gagner c'est des ce que je disais watts. tout à D'ailleurs, l'heure. j'ai appris Le les watts. potentiel est là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le potentiel est là. Mais tu verras probablement un jour, hein, tu vas apprendre effectivement, si ça fait un an que tu as une ceinture cardio, que tu travailles des watts, quand tu vas comprendre le fonctionnement, voilà, ça va envoyer des watts, c'est le cas de dire. Et puis, j'aimerais bien qu'on fasse cette parenthèse sur 2022, où là, on parle du titre de champion du monde, de ta progression. Ah, donc, il y a eu l'accident, effectivement, mais depuis, les choses se sont bien enclenchées pour toi. Mais il y a eu effectivement une année 2022 très compliquée, où tu as introduit un peu le sujet, hein, où tu expliquais que tu avais maltraité ton corps. Alors moi, c'est ce que je disais, je te suis depuis déjà quelques temps, et puis on voit cette transformation physique, on le voit, un état de maigreur très, très avancé. Donc quand on suit un petit peu et quand on comprend un peu le fonctionnement, on sait qu'à un moment donné, ça va être compliqué.
Et puis, bah, tu l'as dit, 4 fractures en 7 mois, une relation avec je sais pas si on peut dire le corps ou le poids du corps qui est conflictuel, où on culpabilise beaucoup si on mange un peu et qu'on ne va pas s'entraîner. On ne mange pas si on ne s'entraîne pas. Et puis, bah, il y a des bilans sanguins qui sont d'un seul coup qui apparaissent mauvais, une aménorrhée qui est révélée. Est-ce que tu penses que tu es passé proche du burn-out, Marjolaine? Euh, Burnout, je dirais pas ça parce que moi je me sentais très bien. En fait, à vrai dire, j'ai jamais eu envie de tout balancer, d'arrêter le sport. J'en avais jamais vraiment marre. J'avais des moments compliqués parce que quand il y avait du vent, forcément, bah, je me disais mais qu'est-ce que je fous là? Parce que forcément, j'avais l'impression que j'allais m'envoler. Enfin, c'était plus par rapport. Bah, en fait, le problème était le même, mais j'ai jamais vraiment eu de. Ouais, je dirais pas burn-out, mais je dirais une fatigue intense et je n'ouvrais pas les yeux parce qu'en fait, je me sentais tellement bien dans mon corps. Je me sentais super fine. Enfin, voilà, quand je marchais, quand je courais, c'était hyper léger. Enfin, je pouvais, ouais, moi, je me sentais bien. Je me trouvais bien, en fait, dans le miroir. C'est ça qui est dingue, c'est que nos yeux, ils peuvent nous tromper, mais moi, je me sentais super bien et je voyais mes muscles, alors que j'ai plus de muscles aujourd'hui, mais forcément, avec un peu de gras, bah, on les voit moins. Mais en fait, j'avais les muscles tellement striés, j'avais des veines. Et en fait, comme j'ai perdu Ah du oui, t'étais poids, hyper affûté. Non, mais t'étais même ouais, hyper, hyper affûté, très clairement, très ouais, clairement. après, j'ai eu la mononucléose en même temps. Du coup, ça m'a pas aidé parce qu'en fait, la mononucléose, ça m'a coupé la faim. Et du coup, je mangeais vraiment, enfin, Ouais, j'arrivais pas à manger. Ça a un peu, ouais, très clairement. c'est en même temps, mais pas du tout au bon moment. Mais au moins, bon, Alors, tout arrive en même temps. qui t'a ouvert les yeux, Marjolaine? Qui t'a ouvert sur cette situation où tu ne pouvais pas continuer comme ça parce que bah, tu allais droit dans le mur, hein, tu étais même probablement pas très loin de te le prendre en pleine face, puisque 4 fractures en 7 mois. Est-ce que c'est la relation avec ton entraîneur? Est-ce que c'est la relation avec tes proches? Est-ce que c'est Clément? Enfin, qui à un moment donné t'a dit, là, Marjolaine, c'est plus possible? Est-ce que c'est toi-même, peut-être, qui, avec les résultats sous les yeux, la discussion avec les médecins, tu t'es dit, bon, là, c'est plus possible, en fait? C'est vraiment la première fracture. Vraiment, j'aurais pas eu de fracture, j'aurais continué. Et même avec les fractures aujourd'hui, c'est compliqué encore de se dire je fais les bonnes choses, il faut que je mange plus, j'ai des joues, j'ai plus de gras, mais c'est normal. C'est très compliqué alors que j'ai quand même eu 6 fractures avec aussi 2023. Du coup, non, c'est mes parents. C'est mes parents qui m'ont alerté sur tout ça, qui m'ont dit les choses, qui ont fait des recherches, qui m'ont dit de prendre des rendez-vous avec tel et tel spécialiste. C'est eux qui ont vraiment été à l'initiative de tout ça et qui, sans arrêt, en fait, me disent les choses, même si ça me plaît pas, qui les répètent, même s'ils me l'ont déjà dit, qui n'arrêtent pas, en fait. Ouais, tout ça, c'est vraiment mes parents. Ça, c'est mes parents. Même si je vis avec Clément au quotidien, c'est un peu un sujet de discorde parce que je lui dis, mais t'étais avec moi, tu pouvais pas me le dire. Mais non, il me le disait pas. Du coup, ouais, c'est compliqué parce que en fait, oui, forcément. En fait, moi, je me trouvais bien, quoi. C'est ça qui est ouf, et que mes performances augmentaient. Donc, je me disais, c'est grâce à ça que je suis forte, et c'est comme ça que je suis devenue performante. Et en fait, quand je me suis dit, je gagne mon premier half, alors que ça faisait qu'un an que je faisais du triathlon, vraiment avec un plan d'entraînement, que je fais troisième à Daytona, sur une course, j'avais quand même du niveau, c'était tout plat, fallait être puissant, mais que je remonte et que je fais le sixième temps course à pied avec les hommes. Je me dis, mais c'est parce que je suis maigre, en fait. Enfin, c'est parce que je suis maigre. C'est parce que j'ai ce corps-là, ces veines-là, c'est celles-là qui me font avancer. Et je fais sportive, Ouais, en fait. Pour moi, j'étais sportive. ouais, je peux comprendre. C'est vrai que c'est probablement plus physiologique que le poids. Le poids, forcément, aide, mais tu abîmais aussi ton corps. Et c'est vrai que j'ai entendu une de tes réflexions sur une interview où tu disais, je me sentais plus athlète que femme. Ouais. Parce que justement, tu étais affûté avec ces veines qui sortaient et pourtant en état de maigreur. C'est vrai que tu étais hyper fit, quoi. Et je peux comprendre totalement, puisqu'après avoir échangé avec différents sportifs qui ont été, on va dire, victimes ou qui ont subi une bigorexie, c'est aussi, psychologiquement, c'est difficile. C'est pour ça que je te posais cette question, c'est comment tu as accepté dans l'état dans lequel tu étais pour pouvoir rebondir. Et c'est des passages qui sont souvent difficiles parce qu'il y a un moment donné où il y a beaucoup de déni. C'est-à-dire très souvent l'athlète ne reconnaît pas tout de suite. Et il faut qu'il y ait quelque chose, un incident. Et là, bah, pour le coup, pour toi, ça a été cette fracture qui a été un déclencheur. Et là, tes parents ont remis le doigt probablement là où ça faisait mal, jusqu'à ce que tu comprennes et que tu puisses retrouver de l'énergie pour à nouveau repartir. Mais
Mais on va pas rentrer dans les détails de tout ça. J'avais fait également un épisode avec Manon Genet, qui avait fait pas mal de bruit, qui, elle, avait été victime, elle, très clairement, d'un burn-out et d'une malnutrition également, qui l'avait amené très très loin. Mais comment on revient de ça, Marjolaine? C'est-à-dire que comment, une fois qu'on accepte, qu'on se dit, bon là, ok, je suis face à moi-même, je suis dans la glace, certes, et tu en as un petit peu parlé, bah j'ai, alors je sais même pas si on peut dire un petit bourrelet, parce que quand on voit comment t'es affûté, mais en tout cas, voilà, en tout cas, toi, c'est ton regard avec toi-même dans la glace, bah, j'ai pris un petit peu de poids. Comment on accepte et comment on revient dans le game, comment on revient sur les épreuves, quelles sont les astuces que tu peux nous partager, quels sont les ressorts, la stratégie mentale que tu as mis en place? Clairement, avant le championnat du monde et la première course, on va dire premier objectif après toutes ces périodes difficiles, euh, je me suis dit, bon, je suis quand même moins fatiguée, j'ai moins envie de dormir, je mettais beaucoup plus de watts, j'étais quand même meilleure en natation, meilleure en vélo sans rien forcément faire, parce que bah j'avais juste repris du poids, mais avec toutes les coupures, j'avais quand même coupé beaucoup, donc j'étais très très peu entraînée en 2022. J'avais aussi en fin 2022, c'était une catastrophe, sur 12 mois, j'ai couru 3 mois. Tout affilé, hein. Enfin, je veux dire, en accumulant tout, pas d'affilée. Et j'ai quand même gagné un half au Bahreïn, là, et j'avais fait 1h17 au semi. Et en fait, c'était à peu près mon meilleur temps. Donc, je me suis dit, bon, en soi, je fais à peu près le même temps en course à pied. C'est pareil. Par contre, je me sens vraiment, enfin, horriblement lourde. Mais bon, le temps est le même. En vélo, je suis mieux. En natation, je suis mieux. Et dans la vie de tous les jours, je suis mieux. Bon, bah, pourquoi pas continuer là-dessus. Et de toute façon, je ne veux plus abîmer mon corps et je ne veux plus me fracturer les os parce que c'est pas parce que je suis tombée et que je me suis cassé quelque chose. Non, c'est comme ça, ton corps il te lâche, du jour au lendemain, t'as une douleur, tu fais un IRM et bam, c'est cassé. Et en fait, à partir du moment où le processus est démarré, bah, c'est compliqué de l'arrêter. Donc c'est pour ça que j'ai eu cette succession de fractures. Moi, j'ai continué progressivement à reprendre du poids, à accepter et à pas regarder en arrière. Mais en fait, le processus c'est parti quoi. Et t'as des fractures qui arrivent et tu peux rien faire. Donc en fait, je pense aussi qu'il faut pas se remettre en question à chaque fois. Faut aller de l'avant, faut avancer. Et il faut pas regarder en arrière. Et moi, j'attendais beaucoup de ces championnats du monde parce que à moi-même, en fait, je voulais me prouver que bah oui, j'avais fait ces choses-là pour quelque chose. Et cette année, oui, c'est encore compliqué parce que là, à l'heure où je te parle, j'ai un œdème osseux qui est revenu, donc je suis encore à l'arrêt. Et c'est compliqué parce que je me dis, mais j'ai quand même repris énormément de poids, je fais attention, et voilà, j'essaie de progresser et de revenir à la normale, mais c'est tellement compliqué de contrebalancer tous ces moments où j'ai été affûtée. Enfin, affûtée, c'est même pas affûtée, c'était ouais, hyper maigre. Et en fait, c'est très très compliqué, mais les championnats du monde m'ont aidé. Je me dis aussi que j'ai fait un Ironman et j'aurais jamais pu tenir la distance parce qu'un effort aussi long avec un corps que j'avais, c'était impossible. Et même si là, bah, je suis encore arrêtée, bah, c'est pas grave, j'ai déjà eu ça, donc on peut faire quand même des choses. Et puis de toute façon, le problème reste le même, c'est que le corps est fatigué. Donc je me dis que j'écoute mon corps et de toute façon, voilà, si je peux pas m'entraîner maintenant, bah je le ferai plus tard et ça m'a pas empêché de faire championne du monde avec très très peu de d'entraînement et avec une année 2022 où j'ai très très peu couru. Parce qu'on dit tous, il faut faire un hiver, il faut construire un socle. Alors oui, forcément, c'est important, mais voilà, si ça marche pas et si on est blessé, bah ça sert à rien de Ouais, forcer. quand t'as pas le J'ai choix, quand même quand t'as réussi. pas le choix, tu peux pas, Ouais, ouais. c'est ça. Mais c'est vrai que bah, tous ces moments-là t'ont permis de revenir. Mais il y a aussi, tu parlais de temps, de watts, et pourtant tu te sentais lourd. Donc, ce qui veut probablement dire aussi une nouvelle relation avec ton corps. Parce qu'effectivement, si tu as, je sais pas, t'as quoi, 1 ou 2 kilos en plus, ta foulée est peut-être différente, les appuis sont différents. En fait, de ce que tu décris, moi, enfin, c'est ce qui me vient en tête, c'est qu'une question de sensation, en fait. Parce que tu l'as dit, tu cours quasiment dans tes meilleurs temps, tes watts sont meilleurs. Si tu prends vraiment purement les chiffres, ben, tout va dans la bonne direction. Mais par contre, c'est probablement un nouveau dialogue à avoir avec toi-même, des nouvelles sensations qu'il va falloir apprivoiser pour bah, continuer à aller dans la bonne direction. Mais Après, ah, moi, c'était pas 1 ou 2 kilos, hein, j'ai pris 8, 9 kilos. ouais, mais Donc, c'est un faut les exemple, mais porter, hein. c'est- mais c'était probablement ce dont ton corps avait besoin pour ce fameux rapport poids-puissance et te sentir bien. La preuve, hein, derrière, il y a un titre de championne du monde, donc tu sais, c'est un peu les faits, quoi. C'est factuel, les résultats sont là. Donc, mais en tout cas, voilà, je peux comprendre cette guerre interne, ce dialogue interne de culpabilité et de relation avec la nourriture qui est terrible, qui est difficile.
Voilà, c'est pour ça que parfois il y a du déni, il y a de l'acceptation, puis il y a cette petite voix intérieure qui est bienveillante, puis qui est contrecarrée par cette petite voix qui est malveillante. Et c'est voilà, l'alimentation, le rapport en tout cas à l'alimentation, le sport de haut niveau, parfois c'est une vraie guerre de dialogue interne, et c'est pour ça que l'entourage c'est important en fait. Voilà, c'est hyper important pour aller dans la bonne direction. Ça a été compliqué parce qu'en fait, je me privais pas d'aliments. Je réduisais, entre guillemets, juste les glucides. Donc, ça se voyait pas vraiment, en fait. C'était compliqué de le voir. Et en fait, je mangeais en volume alimentaire des choses assez denses. Donc, j'avais mon estomac qui était rempli. Du coup, j'avais l'impression d'avoir trop mangé. Donc, pour moi, bah, j'avais bien mangé, quoi. Oui, il y avait l'effet de satiété qui était là. Ouais, et à l'entraînement, je me nourrissais pas parce que, bah, c'est bon, j'ai fait 3 heures, je suis pas en hypo, regarde, je suis bien encore. Donc, j'en prenais pas, en fait, du sucre. Mais en fait, les séances s'accumulent, et puis j'étais quand même encore bien, et en fait, petit à petit, bah, tu t'essouffles. Et c'est pour ça que ça a été compliqué de me voir pour mes proches, vraiment qui étaient là tout le temps, comme Clément et comme Yves, parce que pour eux, bah, j'allais bien, je faisais des séances, tout se passait bien. Je sortais de table, enfin, j'avais trop mangé, je disais, ah, mais regarde mon ventre, il est énorme, j'ai trop mangé. Mais c'est que mon volume alimentaire était tellement gros que forcément, Ouais, c'est intéressant ce que tu partages. C'est intéressant. On va revenir sur des choses beaucoup plus positives. Parle-nous de cette expérience aux US avec ce PTO, où tu expliquais que tu as fait des temps un peu records à Daytona. Ça doit être dingue. Ça doit être dingue. Donc là, je pose je pose le micro, le casque de podcasteur. Là, c'est le passionné de sport qui va te parler. Ça doit juste être dingue de vivre ces moments-là. Quel que soit le résultat. Après, tu as performé, c'est génial, mais sans parler de résultat, juste d'être ici, enfin d'être là-bas plutôt, à Daytona, avec les meilleurs sportifs de ta discipline au monde. Waouh, ça doit être génial de vivre ça. oui, toutes les courses PTO, enfin, il y a eu Milwaukee, il y a eu Dallas, il y a eu Edmonton aussi, il y a eu Ibiza, enfin, c'est des courses, déjà, tu vois ouais, les meilleurs de la discipline, donc, tu vois comment l'excellence est. Moi qui arrive là un peu comme un cheveu sur Le la top soupe, niveau, ouais. ouais, je me retrouve un peu au milieu de tout ça, bah, je me dis, mais c'est comme ça, en fait, qu'ils font, mais je suis tellement de retard sur plein de points. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une expérience humaine parce ils et elles sont super gentils et gentils. En fait, on partage beaucoup, on échange beaucoup. Il y a vraiment une sorte de... C'est une petite famille au final, et même il y a la barrière de la langue, donc c'est un peu plus compliqué. Mais petit à petit, tu arrives à mieux parler, et puis tu te fais aussi un peu au pays. Enfin, c'est la démesure. Les États-Unis, c'est C'est clair. un truc de ouf. J'y étais jamais allée, moi, donc c'est grâce au triathlon que j'ai autant voyagé et que je suis allée là-bas. Et en fait, tout est énorme, que ce soit, je sais pas, les bouteilles, les briques de jus, les personnes aussi, il faut le dire. Enfin, tout est gros, quoi. C'est un truc de ouf. Et les autoroutes, elles sont énormes, les panneaux, ils sont énormes. Enfin, tout est démesuré. Et ouais, c'est génial à vivre. Enfin, les gens, ils adorent le sport, tu vois, qu'ils sont à fond. Enfin, ça vit tout le temps. Les magasins sont ouverts hyper longtemps, jusqu'au 10. Enfin, c'est vraiment un autre monde, vraiment. Et c'était génial de vivre ça parce qu'on a appris plein de choses. Enfin, maintenant, quand on va aux États-Unis, on connaît un peu le magasin, enfin, le supermarché où il faut aller, alors qu'au début, enfin, c'est un peu comme en France, par exemple. Je sais pas, il y a le Carrefour, il y a le Lidl. Enfin, c'est des choses différentes. Il y a l'Aldi. Et en fait, tu n'arrives pas à te repérer et de retrouver tes produits. Et en fait, tu te rends compte qu'il faut s'adapter et que bah, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, un paquet de pâtes, même si c'est pas le même que tu achètes chez toi, enfin, en fait, c'est plein de choses au début où tu es un peu buté. Et après, tu te dis, mais allez, enfin, c'est normal, ils y vivent aussi comme nous. Et c'est génial parce que, ouais, les gens, ils sont à fond dans le sport, en tout cas, et tout est démesuré, quoi. Quand j'avais couru à Daytona sur le circuit NASCAR, enfin, c'était énorme. Il y avait des traces de pneus des voitures, j'étais là avec ton petit vélo. Enfin, c'était trop drôle, quoi. Franchement, c'était un truc de... Ouais, c'était génial comme souvenir. Ouais, c'est des épreuves que je suis à distance et ne serait-ce que le matériel, effectivement, comme tu l'as dit, il y a le top mondial hein, qui est présent et là, il y a tout le matériel qui te permet d'être performant. Que ce soit les chaussures, mais aussi le matériel vélo. Hein. Moi, c'est une discipline qui m'interpelle. Donc forcément, voilà, c'est des moments qui sont en tout cas plaisants à vivre. Et comme tu le disais, c'est des choses que je pourrais raconter. Tu l'as dit tout à l'heure sur ton titre de championne du monde. C'est des choses que je peux raconter à ma grand-mère, à mes enfants, à mes petits-enfants, à ma famille. Bah, ça, très clairement, c'est des moments que tu partages. Et puis, si on revient sur le présent aujourd'hui, Marjolaine, quels sont les défis auxquels tu es confronté aujourd'hui en tant qu'athlète? Quels sont tes projets? Est-ce que tu es déjà dans l'année 2024 ou est-ce que tu restes sur cette fin d'année en 2023 et tu savoures? Non, je suis déjà sur 2024. C'est vrai que je savoure souvent la finish line d'une compétition, le lendemain et la semaine qui suit. Mais après, c'est vrai que je bascule tout de suite sur l'après.
Et c'est vrai que j'ai vraiment vu à Kona avec Clément l'engouement qu'il y a autour de l'Ironman. Et c'est vraiment cette course-là qui change des carrières et qui change vraiment ta manière d'aborder le sport. Là, enfin, moi, j'ai qu'une envie, c'est d'avoir voilà, un équipementier vélo. Enfin, je veux dire, j'achète encore mon vélo. Et si je vais à l'étranger et que je le casse, bah, c'est fichu, quoi. Je fais pas la course. Donc, j'ai vraiment envie de me professionnaliser, vraiment, d'intégrer des marques. Et c'est vrai que c'est compliqué encore, parce que les résultats doivent être encore un peu plus hauts et plus durables. Donc, c'est vrai que voilà, quand on fait quelque chose on se dit, c'est bon, j'ai fait un petit championnat du monde, mais oui, mais c'est pas sur l'Ironman. Oui, mais tu l'as fait qu'une fois, il faut perdurer, ça fait que 2 ans que tu es sur le circuit. Donc en fait, il faut continuer. Et moi, là, j'ai vraiment qu'une hâte, c'est d'être en septembre à Nice, parce que ce sera sur un Ironman, j'en ai fait qu'un seul, et c'est quand même une distance où tout peut se passer. Donc c'est bien aussi, je trouve que tout n'est jamais fin. Tout peut se passer jusqu'à la fin, et c'est sympa aussi d'avoir une journée entière pour se rattraper, parce que en fait, un Ironman, c'est un peu comme dans la vie. Il y a des moments où tu es super bien et tout se passe bien. T'as un moment où ça va pas du tout et tu te dis, mais comment je vais faire? T'as un moment où ça va pas du tout et tu sais ce que tu vas faire, donc ça revient vite. Et en fait, tu passes par tellement plein d'émotions. T'as chaud, t'as froid, t'es en hypo, t'as trop mangé, t'en peux plus des gels, t'as mal aux jambes, tu te sens trop bien, enfin, t'as tout, quoi. Et c'est un peu une petite vie, mais en une journée. Et du coup, j'ai vraiment aimé cette Ironman. Et donc, j'ai qu'une envie, c'est de faire forcément les championnats du monde, vu que c'est aussi une course importante pour avoir une sorte de déclic dans sa carrière sportive. Et en plus, c'est à Nice, là où j'habite. Donc, ça va être trop bien. Donc, moi, ça sera septembre l'année prochaine, un peu l'événement dont j'ai un peu hâte. Bon, le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Nice, septembre 2024. On note dans nos agendas. On arrive sur la fin de l'épisode, Marjolaine. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais faire passer aux jeunes filles qui écoutent et qui rêvent de devenir sportifs, triathlètes professionnels, ou aux auditrices, aux auditeurs qui écoutent? Quel message tu voudrais faire passer aujourd'hui? Bah, j'aimerais vraiment dire aux gens et aux femmes aussi de vraiment savoir pourquoi elles font les choses et de des fois se poser, est-ce qu'on est un peu, on a l'habitude d'aller un peu vite et d'empiler les choses et d'être un peu boulimie d'activités on a tellement d'activités et de choses à faire qu'on va trop vite, mais des fois juste de se poser et de savoir pourquoi on fait ces choses-là. Et on se rend compte qu'il y a des choses qui sont pas inutiles, qu'on n'aime pas trop au final, et des choses bah, qu'on adore et qu'on fait un peu moins. Et vraiment de savoir ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait plaisir et pourquoi on le fait. Bah écoute, c'est message de fin, mais hyper inspirant. En tout cas, je tenais à te remercier pour ton temps. Un grand merci Merci pour à ta toi. disponibilité. J'ai vraiment aimé discuter avec toi. C'est vrai que j'avais pas mal de questions. J'ai vu ton parcours évoluer dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles. Et c'était intéressant que tu puisses justement apporter, éclairer un petit peu la vision de chacun des personnes qui te suivent. En tout cas, un grand merci. Et puis, je te souhaite, au moment où on enregistre cet épisode, parce que l'épisode devrait être diffusé tout début janvier, donc au moment où on enregistre cet épisode, je te souhaite une belle fin d'année. Et puis, plein de bonnes choses, hein, plein de bonnes choses pour 2024. Et puis, on se donne rendez-vous à Nice, donc en septembre. Un grand merci à toi, Marjolaine. Et Oui, puis, écoute, au plaisir de te rencontrer à nouveau. un grand merci d'avoir reçu et je suis contente de pouvoir partager un petit peu. Si je peux aider n'importe qui, même une personne, ça sera top et on se retrouve à Nice. Super, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.